Bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e édition des Rendez-vous de l'actu qui sera consacrée aujourd'hui à la protection universelle maladie, la PUMa, et aux raisons de sa mise en place 16 ans après la CMU. Pour vous parler de ce sujet, il nous a paru important de commencer par revenir sur l'évolution de la couverture maladie en France. Donc, la constitution de l'assurance maladie obligatoire est relativement tardive en France, du fait d'un système développé d'assistance publique, mais aussi de l'importance des sociétés de secours mutuels et des dispositifs de prévoyance paternaliste. L'assurance maladie obligatoire est énoncée par les ordonnances bien connues des 4 et 19 octobre 1945. Elles affirment ainsi une logique socio-professionnelle et quelque part bismarckienne, qui sera également reprise dans l'article L111-1 du Code de la sécurité sociale, et qui prévoit une couverture sociale pour les travailleurs et leurs familles. Cette notion de famille sera d'ailleurs au fondement de la notion d'ayant droit, c'est-à-dire d'une personne qui sera affiliée à la protection sociale et donc à l'assurance maladie, au titre non pas de son activité professionnelle, mais bien de son lien avec un assuré. Mais cette logique socio-professionnelle comporte une double limite dans l'atteinte de l'objectif quelque part un peu beveridgien qui est assigné à l'assurance maladie, à savoir son universalité. La première limite, c'est que le régime général ne couvre pas certains travailleurs, et notamment à l'époque les travailleurs non salariés. La deuxième limite, c'est qu'une part notable de la population n'est pas affiliée dans ce système d'assurance professionnelle. De même, si l'assurance maladie est devenue obligatoire pour les exploitants agricoles dès 1961 et pour les travailleurs indépendants non agricoles en 1966 et 1970, ces régimes ont tout d'abord fait le choix d'une protection maladie plus faible que celle qui était prévue par le régime général, avant d'entamer progressivement un mouvement d'harmonisation, notamment en ce qui concerne les prestations en nature. Donc c'est ce que vous avez au PowerPoint, une harmonisation progressive de la prise en charge des frais de santé par les différents régimes de la sécurité sociale. Il faut y rajouter à cela les ressortissants des régimes spéciaux qui, pour l'immense majorité, sont intégrés au régime général, notamment en ce qui concerne la prise en charge des soins. Cependant, dans ce contexte, une part importante de la population reste non couverte, et notamment la population qui n'a pas d'activité professionnelle. On a, dès les premières années, rattaché au régime général, par défaut, quelque part, un ensemble de groupes socioprofessionnels sans activité. C'est le cas, par exemple, des étudiants, ou de groupes dont l'activité est à la frontière entre le salariat et le travail indépendant. C'est le cas, par exemple, des VRP. Donc ces gens-là sont intégrés au régime général par défaut. Mais il persiste des populations interstitielles dont la part continuera d'augmenter, notamment avec l'évolution du chômage. On a donc essayé d'élargir le champ de la couverture maladie, notamment en faisant évoluer les notions d'ayant droit et le statut d'assuré. Les notions d'ayant droit, par exemple, en prenant en compte les conjoints non mariés. L'évolution du statut d'assuré, par exemple en prenant dès 1978, en créant un dispositif d'assurance volontaire. Restait une part de la population qui n'était pas couverte à ce titre et qui donc l'était par l'aide médicale des départements, financée par les départements, qui s'est révélée progressivement insuffisante, notamment parce qu'elle créait des disparités géographiques, que ce soit dans le niveau de la prise en charge, mais également dans l'accès aux soins eux-mêmes, et créait donc un important phénomène de renoncement aux soins. Donc cette aide s'est révélée insuffisante, et c'est dans ce contexte que s'inscrit la loi du 27 juillet 1999, instaurant la couverture maladie universelle. Elle s'inscrit également dans le prolongement de la loi de lutte contre les exclusions. Elle crée une couverture maladie obligatoire de base, sous simple condition de résidence stable et régulière en France, depuis plus de 3 mois. C'est une couverture à caractère subsidiaire, puisqu'elle couvre des personnes qui ne seraient affiliées à l'assurance maladie obligatoire à aucun autre titre. Et enfin, en 2014, elle comptait près de 2,25 millions de personnes qui étaient couvertes à ce titre. Cependant, pendant les 16 années d'application de ce dispositif, des difficultés se sont fait jour, et Bertrand va vous en parler maintenant.
En effet, après 16 ans, on se rend bien compte que la couverture maladie universelle n'est pas tout à fait universelle. Donc, je passe. On a découvert, enfin, on s'est rendu compte de certains soucis qu'on avait envie de résoudre. Donc, une certaine stigmatisation des bénéficiaires. À Paris, par exemple, à peu près un quart des médecins et des dentistes refusent les personnes qui sont couvertes par la couverture maladie universelle. Selon le fonds CMU. On trouve aussi des difficultés liées aux mutations, malgré des dispositions légales qui avaient été prises en 1999. En effet, les textes obligeaient les régimes à conserver les assurés pendant la période de mutation. Au final, on s'est rendu compte qu'il existait des périodes de carence durant lesquelles les assurés n'étaient plus assurés. Selon l'étude d'impact du projet de loi de finances qui avait été réalisé, on estime à peu près à 1,4 million de mutations internes au régime général et 2 millions de mutations inter-régimes. Les mutations aussi, ça, la DSS n'a pas manqué de le dire, que les mutations occupent à peu près 13% des effectifs des CEPAM. Voilà, c'est dit. La question de la dépendance des ayants droit à l'assuré social est aussi une vraie question, puisque aujourd'hui, il peut y avoir dans un foyer un assuré social qui a plusieurs ayants droit. Donc les personnes sont couvertes, mais pas en leur nom propre. Donc ça crée un phénomène de dépendance à cet ayant droit, à cet assuré. Donc pour tenter de remédier à ces difficultés et réaliser les objectifs de la CMU, mais aussi pour atteindre l'universalité de la couverture maladie, le Parlement a voté la création de la PUMA dans l'article 59 de la LFSS 2016. Alors, la PUMA, c'est donc la prestation universelle maladie. Ce n'est évidemment pas le mammifère carnivore qui appartient à la famille des félidés. Ça, tout le monde l'aura compris. Les objectifs globaux de la PUMA, alors, enfin plus précis, c'est d'atteindre l'universalité de la protection maladie. Toute personne résidant de manière stable et régulière en France depuis au moins 3 mois sera donc couverte en son nom propre. Ça, on en reparlera encore tout à l'heure. La protection universelle maladie n'a pas vocation à étendre le nombre de personnes couvertes, mais à rendre les ayants droit assurés par eux-mêmes. L'objectif aussi, c'est de rendre ce statut indépendant du statut professionnel. L'individualisation de la protection est aussi un pas important, puisque, comme le dit Didier Tabuteau, responsable de la chaire santé à Sciences Po Paris, on ne dépendra plus de quelqu'un pour être affilié à la Sécu. En d'autres termes, le statut d'ayant droit disparaît et chaque assuré social devient assuré social en son nom. Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans viendront donc des assurés à part entière. Donc on développera ça tout à l'heure. Enfin, la simplification des démarches. On en a parlé à plusieurs reprises ce matin. C'est aussi quelque chose de très important dans la notion aussi d'accès au droit. Certaines démarches seront maintenues, mais simplifiées. Il y avait des démarches qui pouvaient être demandées chaque année pour renouveler les droits. Les salariés n'ont plus à justifier d'une activité minimale. Seule l'activité professionnelle compte pour ceux qui sont sur statut professionnel. Et ceux qui sont sans activité professionnelle, le seul critère de résidence est pris en compte. Donc il n'y aura plus de sollicitation pour apporter des justificatifs annuels. De même, cette réforme permet de rester dans son régime d'assurance maladie, même en cas de perte d'emploi, par exemple. Et donc, tout ça, c'est un nouveau pas dans le processus d'universalisation de la protection maladie. Donc, cette réforme s'inscrit en fait dans la continuation de la généralisation de la couverture maladie. En fait, la PUMA s'inscrit dans le mouvement de personnalisation des droits, puisqu'on a choisi d'individualiser la protection pour arriver à l'universalisation. Donc cela transparaît déjà par une gestion individualisée du droit à la protection sociale et donc à la couverture maladie qui est prévue par cette réforme.
que ce soit notamment dans les conditions d'ouverture des droits. Puisque, afin d'universaliser la prise en charge des frais de santé, afin de simplifier les démarches pour les assurés, mais également pour les organismes gestionnaires, et de limiter les discontinuités dans la prise en charge, le texte de la loi de financement de sécurité sociale pour 2016 met en place dès le 1er janvier un régime de protection universelle maladie qui se fonde sur 2 critères qui ont été renouvelés et qui se substituent à la multiplicité de critères que l'on pouvait avoir. Donc vous avez quelques exemples au tableau, notamment le statut d'ayant droit, la qualité de détenu, la qualité de bénéficiaire d'un minima social ou les situations de maintien des droits, et notamment en ce qui concerne les situations de chômage. Cette multiplicité de critères ne répondait pas vraiment à l'objectif d'universalité de la protection, et donc du coup, on est passé à 2 critères alternatifs. Tout d'abord, un critère traditionnel de l'exercice d'une activité professionnelle, pas de difficulté, et à défaut, un critère d'une simple résidence stable et régulière en France depuis plus de 3 mois. Ces conditions sont précisées donc par l'article L111-2-3 du Code de la sécurité sociale, qui laisse le soin au décret du 31 décembre 2015 de préciser les contours d'appréciation à la fois de la résidence en France, mais également de la régularité du séjour. Une personne peut donc justifier de ce critère de résidence, à la fois en apportant la preuve qu'elle a vécu en France pendant 3 mois de façon ininterrompue, mais également si elle est bénéficiaire d'une prestation sociale, comme par exemple les allocations familiales ou les allocations logement, ou encore si elle est bénéficiaire d'un minima social. Une autre des conséquences les plus importantes et qui nous semble les plus majeures de cette réforme, ce sera la suppression de la qualité d'ayant droit majeur, qui permettra ainsi de développer le statut d'assuré à titre individuel. Cette réforme aura des conséquences pratiques et symboliques importantes. Tout d'abord, elle tend à rompre le lien de dépendance, je dirais, qui peut exister entre les membres d'un couple lorsque l'un des deux n'exerce pas d'activité professionnelle. Et dans le prolongement, à renforcer également l'égalité femmes-hommes, puisque actuellement, la majorité des ayants droit majeurs sont des femmes sans activité professionnelle. Ensuite, l'exercice de ce droit de manière individuelle tend à renforcer le respect de la confidentialité de la prise en charge, notamment parce que les remboursements peuvent se faire sur des comptes en banque séparés, mais également les relevés de remboursement seront distincts. Et enfin, cette réforme prévoit de renforcer la continuité de la prise en charge, de la rendre effective. Et c'est ce dont Bertrand va vous parler maintenant. Merci. Effectivement, la continuité de la prise en charge est un point important. On parlait tout à l'heure des mutations qui pouvaient être problématiques, puisqu'elles opéraient un délai de carence, en fait, où l'assuré n'était plus assuré. Donc, tout d'abord, la montée en charge du dispositif de la PUMA. Cette montée en charge sera progressive. Le risque était effectivement de faire basculer tous les ayants droit au statut d'assuré en leur nom à partir de début janvier 2016. Le choix a été fait d'étaler en fait cette période jusqu'au 31 décembre 2019, au fur et à mesure des mutations. Enfin, quand il y aura une mutation, la personne deviendra assurée en son nom propre. Ça concerne quand même 3,2 millions de personnes dans le simple régime général. Donc on se rend compte de l'importance. Donc l'accélération des mutations. Selon encore l'étude d'impact du projet de loi 2016, on estime que l'accélération sera très importante puisqu'on passera de 20 à 10 jours pour une déclaration du changement d'adresse sur son compte Amélie. Donc encore une fois, simplification, rapidité, c'est un petit peu le credo de la PUMA. Ces gains sont à la fois importants pour l'assuré, mais aussi pour l'assurance maladie. Puisque depuis fin 2015, donc les changements d'adresse effectués en ligne sont réalisés en 6 jours. Et on estime à début 2017 que tous les changements d'adresse seront effectifs en une dizaine de jours, en moins de 10 jours.
Pour les mutations interrégimes, là encore, une question qui a été posée ce matin, je crois. Le principe, c'est qu'il y aura des échanges qui seront fluidifiés, automatisés, entre les différents régimes, entre le régime général, le RSI et la MSA. Dans les deux sens, évidemment. La simplification des démarches est aussi importante pour l'assurance maladie, puisque sous critères d'activité, le technicien ouvre les droits à la PUMA comme il le faisait auparavant, mais l'instruction est simplifiée puisqu'il n'y a plus à calculer selon le nombre d'heures ou la valeur du SMIC. Et quand c'est une ouverture sous critères de résidence, l'instruction par le technicien est allégée aussi puisqu'il ne s'intéresse plus aux questions de ressources. Lors de la mise à jour de l'actualisation des droits, une fois les droits attribués, il n'y a plus de vérification à faire au fil de l'eau, comme ce qui était fait auparavant. Les prolongations de durée de droit ainsi que les passages du critère d'activité vers le critère de résidence se feront via des injections automatiques, ce qui est privilégié de plus en plus, mais qui n'est peut-être pas encore assez effectif. Donc la simplification des contrôles intervient aussi, puisque le pendant du système déclaratif, c'est aussi l'importance des contrôles. Les opérations de contrôle sont prévues par un référentiel de l'UNCAM. Ces contrôles seront faits à l'ouverture du droit, mais aussi lors des changements de situation et en routine une fois l'assuré affilié. L'idée, c'est d'essayer de faire au maximum des traitements automatisés et d'échanges de données avec les autres organismes de sécurité sociale. Ce qui sera contrôlé, c'est les situations liées à la sortie du territoire et des conséquences que ça peut avoir en termes d'assurance maladie, mais aussi les événements conduisant à la bascule d'un critère d'activité vers un critère de résidence. On prévoit, ou on espère, je ne sais pas, l'automatisation totale de tout cela pour la fin 2016. On espère. Donc on voit bien que l'universalité est encore à atteindre, mais on avance. Donc cette universalité, on a pris le parti de dire qu'elle n'est pas encore atteinte, notamment parce que persistent des distinctions faites entre les assurés. Tout d'abord, parce que persiste la qualité d'ayant droit mineur. Si on supprime la qualité d'ayant droit majeur, cette qualité-là persiste et les conditions figurent à l'article L160-2 du Code de la sécurité sociale. Et donc vous les avez là, il faut être mineur, ne pas exercer d'activité professionnelle, être à la charge de l'assuré, être lié à lui par une filiation légalement établie, y compris adoptive, et ne pas avoir demandé à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé. Les dispositions qui leur sont applicables restent donc stables. Mais néanmoins, à partir de 16 ans, un mineur qui continue ses études dans un établissement d'enseignement supérieur peut demander à être rattaché au régime étudiant à titre individuel. Il peut aussi tout simplement en faire la demande auprès de son organisme gestionnaire et donc rattaché à titre individuel. Cela sera fait automatiquement à 18 ans et pour le cas des étudiants, ils seront rattachés au régime étudiant sans qu'il leur soit demandé de cotiser jusqu'à l'année de leurs 20 ans. Donc, vous avez les conditions donc, ici. Et la distinction qui persiste se révèle également dans la persistance de deux critères. Pourquoi deux critères? Un critère d'activité professionnelle et un critère de résidence. L'assurance maladie obligatoire est donc désormais conditionnée par ces deux critères-là. Et l'article L160-1 du Code de la sécurité sociale vise en premier lieu toute personne travaillant et dans un second temps les personnes résidant en France de manière stable et régulière. Il fait donc, cette formulation fait donc du critère de résidence une autre voie d'accès au droit, faisant donc de l'activité professionnelle, le critère principal d'affiliation à l'assurance maladie, ce qui induit nécessairement une distinction. De surcroît, il faut également y rajouter que pour des raisons de simplicité, les ayants droit à titre individuel qui sont affiliés sous critère de résidence pourront demander à être affiliés à l'organisme duquel leur conjoint, leur partenaire de PACS ressort.
Et donc du coup, à ce niveau-là, on voit que la qualité d'ayant droit est quand même, persiste quand même dans le choix de l'organisme gestionnaire. Le régime général remplit toujours son rôle de régime d'accueil que lui prévoit l'article L380-1 du Code de la sécurité sociale, qui était le cas notamment pour les assurés au titre de la CMU de base. Mais la loi de financement de la sécurité sociale ne l'institutionnalise pas. Et on pourrait penser qu'une conception, que le législateur a là manqué peut-être l'opportunité d'unifier réellement le régime en se basant uniquement à la fois sur le critère de résidence, mais également en faisant du régime général le régime d'affiliation de base des assurés à l'assurance maladie. Et enfin, nous avons donc une confrontation entre deux logiques. La logique des assurés à titre professionnel, qui sont donc sur une logique de cotisation à base corporatiste, et la logique des assurés à titre sur leurs critères de résidence, en fait, et qui répondent là plutôt à une logique de solidarité nationale, même s'ils doivent quand même verser des cotisations qui sont fonction de leurs ressources. Et donc, par-delà la confrontation de ces deux logiques, on a deux modèles qui doivent cohabiter, exactement, et donc il y a une balance à trouver entre à la fois la solidarité nationale, mais également la solidarité professionnelle. Nous allons donc passer maintenant à la question de l'assurance maladie complémentaire et obligatoire. Merci. On parle d'individualisation depuis tout à l'heure, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure en tout cas, mais qui reste circonscrite à l'assurance maladie obligatoire. Cette individualisation ne pourrait être totalement effective qu'avec un basculement également de l'assurance maladie complémentaire. Je m'explique. La place des complémentaires rend relative donc l'individualisation de la couverture maladie. En effet, aujourd'hui, pour être remboursé totalement, ou en grande partie, il faut avoir une couverture complémentaire. Je rappelle que le financement de la consommation des soins et biens médicaux est réparti en trois, entre l'assurance maladie obligatoire qui représente un peu plus des 3/4, un reste à charge des ménages d'un peu moins de 10%, et des organismes complémentaires qui représentent presque 14%. Bon, après, ces dernières années, à part des ménages et celles des organismes complémentaires ont tendance à augmenter, mais très très peu. Donc la place des complémentaires est très importante, surtout si on considère que pour les ALD, si on enlève les ALD, les soins de ville sont remboursés à peu près à 55% pour les personnes. Les personnes en plus qui sont dépourvues d'une complémentaire maladie ont tendance à renoncer aux soins 2 fois plus que les autres. Pourtant, la CMUC et l'ACS restent considérées à l'échelle du foyer. Donc on parlait d'individualisation tout à l'heure, d'autonomie. L'ACS et la CMUC restent toujours sur des considérations du foyer. Donc le résident majeur titulaire en propre d'un droit à la prise en charge des frais reste tributaire de la personne assurée à l'assurance maladie complémentaire. Donc il est émancipé d'un côté, mais en même temps il reste toujours lié à lui d'un autre côté. Donc comme je le dis, ça reste à l'échelle du foyer. Cette politique reste à l'échelle du foyer, c'est toujours de façon collective et non individuelle. Et donc en conditionnant l'ouverture du droit par les ressources du foyer, ça ne permet pas d'appréhender le droit à la complémentaire santé comme un droit à la personne, ce qu'on est en train d'essayer de changer avec la PUMA, pour l'obligatoire. Donc pour conclure, beaucoup de questions se sont posées, nous, sur ce dispositif qui nous paraît très intéressant, qui fait un pas, comme on l'a dit, vers l'universalisation, à l'universalité, qui ne l'atteint pas encore, selon nous. Donc pour nous, la PUMA est donc un pas vers l'universalisation de la protection maladie grâce à l'individualisation de la prise en charge. Toutefois, pour atteindre cette réelle universalité, il nous semble que la question des complémentaires pourrait être soulevée, et notamment au moins la CMUC et l'ACS dans un premier temps.
La question du financement se pose également avec la cohabitation de deux logiques de rattachement sur la base socio-professionnelle et sur la base de la résidence, entre solidarité et cotisation. On parle aussi des contrôles, on dit qu'ils seront simplifiés. On dit qu'on essaiera d'utiliser des contrôles qui seront réalisés notamment par les CAF. La question, c'est, dans les faits, les CAF ne deviendront-elles pas les contrôleurs de la CEPA ? On se demande aussi si la PUMA se caractérise, si elle renforce le caractère solidaire de l'assurance maladie. Et enfin, la PUMA donc, a consacré un régime unique d'assurance maladie. Les différents régimes ne sont-ils plus juste les gestionnaires de l'assurance maladie pour le compte du régime général? Donc voilà les questions qu'on se posait. Maintenant, à vous de vous en poser et de les poser.